pour commencer le cours, on commence avec bio. Dites-moi où est-ce qu'on en était. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Je me le dis à chaque fois, mais je vais vous poser la même question toute l'année, donc normalement, faut être prêt, quoi. On a vu les protéines. Voilà. Donc on a vu les protéines, effectivement. Qu'est-ce qu'on a vu sur les protéines? Leur structure, leur forme. Le rôle. Structure, forme et rôle. Ok? Est-ce que tout est lié? Structure, forme, rôle. Est-ce qu'il y a un lien entre les trois? Oui. Ouais. Pourquoi? Fais-moi le lien. Structure et forme. Premier lien, c'est quoi? Bon, la forme, c'est elle qui, on va dire, c'est elle la base pour que la protéine fonctionne. Ok, donc toi tu me fais forme et fonction. Tu as fait l'autre lien. Donc la forme finale de la protéine, c'est ce qui va déterminer sa fonction et si elle marche ou si elle ne marche pas, en gros, hein, si elle est bien ou si elle n'est pas bien. Et j'ai dit que j'avais vu des nouvelles têtes et puis j'ai pas pris le temps de voir qui était qui. Attendez, on va d'abord faire le tour. Avant de se remémorer la semaine dernière, on va d'abord faire le tour de ceux qui sont là. Juste retrouver le cours, ça serait déjà bien. Bio. Ah oui, et si je mets pas le câble HDMI, ça va pas le faire. On m'en sort plus avec tous ces câbles. Ok. Ouais, donc du coup pas. Ok. Hop là. Donc, avant de continuer le cours, on a des nouvelles têtes dont je voudrais connaître les noms. Toi, tu étais déjà la semaine dernière, tu es arrivé par la suite. Au fond. T'écoutes. Oui, j'ai l'air de loucher parce que je suis je vois rien, mais regarde derrière, troisième rangée, là. Ouais, vas-y, dis-moi. Je m'appelle Juan Mufabdimai. Attends, vas-y, refais-moi ça. Juan Mufabdimai. Je suis restée sur Koufak. Divine Gabriel. Et on t'appelle communément Gabriel, Divine, Non, Gabriel. Ok. Je m'appelle Adardouche Eyou. Eyoub? Oui. Ok, on va rester sur Eyoub. Oui! Vous avez vu. On est là. Ornella? Je vois Caprice. Capriski? Ok. Et prénom, on t'appelle Capriski? Ok. On est bon là, hein? Toi t'es déjà là, tout le monde est déjà là, ici, c'est dernière c'est présenté. On a tout le monde. Vous venez d'où? Vous avez fait quoi avant? Je viens du Cameroun. Ouais, mais c'est trop large là. Tu viens d'où au Cameroun? Voilà. Tu viens de Douala, voilà. Et t'as fait quoi avant? J'étais inscrit à l'université de Douala. Je faisais Tu faisais quoi? biochimie. Biochimie. Donc a priori, tu as une petite longueur d'avance sur nous. Tu faisais biochimie en première année, tu n'y as jamais été? Ou tu as réussi ta première ou ta deuxième? Et tu as suivi les cours? Ok, donc tu as une petite avance. Oui. Ah oui, à côté d'accord. Je viens du Maroc. Ouais, mais c'est toujours trop large. C'est de où? Au nord du Maroc. De où? Dépend aussi. C'est toi. Ah oui, bien. J'ai fait des études en informatique. Ok, on a plusieurs groupes. Derrière, Yaoundé. Inférieur? Et tu as fait tout ton cursus, une première année? 3 ans. Ah, t'as une sérieuse avance. Tu as une licence en biochimie. Alors les filles, juste ma question c'est pourquoi vous êtes ici? Vous n'avez pas fait de demande de distance? Vous n'avez pas fait de demande? Ou vous avez fait une demande et ça a été refusé? Parce que potentiellement vous pourriez dispenser des cours. Hein. Si tu as une licence en biochimie, a priori tu ne dois pas suivre le cours de bio. Hein. Ni le cours de chimie, mais il n'y a plus de cours de chimie cette année, malheureusement pour vous. Et un film, même chose, si tu as fait 3 ans, tu as réussi ta première année d'un vie. Il y a moyen que tu n'aies pas besoin de faire le cours non plus. Ça va? Donc regardez au niveau des équivalences, allez voir avec le secrétariat.
Ça vous fait du temps libre, tant mieux. Ça va? Et s'il faut, on fait un petit test rapide pour voir un peu si vous maîtrisez 2-3 trucs. Et à ce moment-là, vous êtes dispensé du cours. Ça va? Bon, vous voyez avec le secrétariat comment ça fonctionne. Mais pour voir, vous devez donner quel était le cursus que vous avez suivi, quelle était la matière, le programme. Et si c'est le même programme, normalement, vous pouvez être dispensé. Alors, donc, on reprend. Après, si maintenant vous sentez que je parle chinois et que vous comprenez rien à ce que je dis, je vous conseille de rester au cours. Mais si ça vous semble déjà vu et connu, vous pouvez voir avec le secrétariat. Ici, on a vu donc les protéines. Les protéines, c'est... faut que j'arrête de... La première fois, je vous ai demandé de me mettre un stop quand je n'étais pas sur l'écran. Enfin, pas dans l'angle de la caméra. Je suis tout le temps en dehors de la caméra. Il n'y a personne qui m'a mis un stop sur le pas. Je vous ai dit, ouais, si je suis là, dites-moi, madame, bougez et tout. Tout le cours, je l'ai fait là, plus ou moins. Je suis jamais sur la caméra. Ils voient juste le tableau, mais on ne voit jamais. Donc, mais cette fois-ci, je pense qu'on voit tout. Alors, les protéines, on a vu que c'était principalement pour leur fonction, que leur forme allait déterminer leur fonction, donc ça c'est nickel. La forme détermine la fonction, donc ça veut dire que s'il n'a pas la bonne forme, il n'aura pas la même fonctionnalité, ok, il sera moins fonctionnel, et deux protéines qui ont deux fonctions différentes, a priori elles ont deux formes différentes. Et maintenant je demande de faire le lien avant, entre la structure et la forme. Là c'est la forme et la fonction. Maintenant entre la structure et la forme. On a parlé de différentes structures, c'était quoi les structures? Primaire, secondaire, tertiaire. Ouais, primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. C'était les trois structures, trois niveaux de structure de la protéine. Et on avait dit, la structure primaire, c'était quoi? Dans quel ordre? Ouais, donc c'est la structure primaire, elle te met l'ordre dans lequel tu dois mettre, et on met quoi dans une protéine? Les acides aminés. Hein. Donc la matière première, c'est bien les acides aminés. Dans quel ordre tu mets tes acides aminés? Ça, c'était la structure primaire. La structure secondaire, c'était quoi? Ouais, mais oui. Bon, la primaire, ça fait déjà un polypeptide, mais qu'est-ce qui se passait après? En 3D, quoi. Qu'est-ce qui se passe après? Ça fusionne un peu. Voilà, et ça s'attire. C'était ça. C'était pas vraiment que ça fusionnait, mais il y avait des attirances, et donc du coup, ça changeait de forme parce que mon collier il est plus linéaire, mais il se repliait déjà sur... On a vu que c'était soit en hélice alpha, soit en feuillet bêta, et qu'en plus, il y avait des ponts, et c'était, on a vu, les ponts disulfure, les ponts hydrogène. Qu'est-ce qu'on a vu dans notre liaison? Bon, c'était plus ou moins ça qu'on a vu comme liaison principale. Et donc, on a des liaisons qui allaient se faire et qui allaient rapprocher certaines parties. Et puis ensuite, on avait la structure tertiaire. La structure tertiaire, c'était quoi? Vraiment la version 3D, et quaternaire, c'était plusieurs polypeptides qui se mettaient ensemble. Okay, vous vous souvenez, donc c'était vraiment, hop, ça se met en hélice, ça se replie en 3D, et puis en plus, il y en a plusieurs qui s'associent, et ça nous donne une grosse protéine. En parlant de fonction, on a donné un exemple de la forme d'une protéine qui était l'hémoglobine, si vous vous souvenez. Et qu'est-ce qu'on a dit sur l'hémoglobine par rapport à sa forme 3D? Vous vous souvenez de l'hémoglobine? C'était quoi? Alors, l'hémoglobine, c'est une molécule, mais qui se trouve dans une cellule du sang. Et quelle cellule du sang? L'hémoglobine, elle est dans quelle cellule du sang? Les globules rouges. D'ailleurs, l'hémoglobine, c'est rouge. Donc, l'hémoglobine, c'est bien ce qui va être dans le globule rouge. C'est une grosse protéine qui sert à transporter l'oxygène. On avait vu qu'elle avait une structure particulière. Cette structure lui donnait son rôle. On a vu aussi que, dans certains cas, on pouvait avoir une structure qui n'est pas comme elle devrait l'être. C'était quoi l'histoire? C'est s'il y a une mutation. Et la mutation, elle a lieu où? Alors la mutation, moi j'étais plus de ton côté, mais c'est eux qui ont raison. Oui, la mutation, elle a lieu dans l'ADN. Et elle a un impact sur quoi? Sur l'information, et donc sur la structure, laquelle? Primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Toutes, mais d'abord sur la structure primaire. Elle va changer l'ordre des protéines, et cet ordre des acides aminés, l'ordre des acides aminés, comme elle change l'ordre des acides aminés, ça va changer la forme, ça va changer l'hélice ou l'alpha, ça va changer les replis, ça va changer la structure quaternaire. Et donc en fait,
un défaut dans l'ADN qui va donner un défaut dans la structure primaire qui va changer la structure quaternaire. Vous avez compris pour tout le monde ça? C'est l'histoire que vous avez dessinée là, avec si la bille elle n'est pas au bon endroit, on a une grande boucle et une petite boucle au lieu d'avoir deux boucles de la même taille par exemple. Donc ça va s'attirer, mais ça ne s'attire pas comme ça devrait, et donc les interactions ne vont pas être celles qu'on veut, et ça va avoir une forme qui n'est pas la bonne. C'était quel cas d'ailleurs ça? C'est quel cas? C'est qui a les... c'est quelle maladie? La drépanocytose, hein, où là on a les fameux hémoglobines qui sont tronquées et qui n'ont pas la bonne forme, et du coup ça a donné des globules rouges d'une mauvaise forme aussi, et ce qui ne permettait pas leur côté un peu souple où ils pouvaient se faufiler dans les capillaires, ben là ils étaient bloqués au niveau des capillaires, ils font des bouchons, c'est ce que je disais. Du coup le sang ne passe pas, l'oxygène n'arrive pas, et résultat, ça donne des énormes douleurs musculaires. S'il vous plaît. Ouais. Pourquoi à un certain âge, certaines drépanocytes doivent ne vivre pas plus longtemps? L'espérance de vie, Oui. ils sont... Si tu as des globules rouges, fonctionnels et pas fonctionnels, si tu veux. Donc ça veut dire que très souvent, ils vont avoir des globules rouges qui sont encore des globules rouges normaux et des globules rouges qui sont fossiles, en forme de fossiles, et donc qui eux ne sont pas fonctionnels. Le problème c'est que du coup ça veut dire qu'il y a moins de transporteurs d'oxygène puisque le fossile il ne sait pas prendre de l'oxygène. Donc au-delà du fait qu'il bouche les capillaires, en plus, donc en fait ça fatigue le cœur déjà. Donc tu as une fatigue cardiaque et ça fatigue les tissus aussi, tous les tissus musculaires et tout ça. Les crampes dont je te parlais, hein, donc les grosses douleurs musculaires, c'est lié au fait qu'il n'y a pas d'oxygénation. Du coup, tu as de l'acide qui se crée au niveau, puisqu'on fait de la respiration anaérobie, hein, et donc la fabrication d'acide lactique, on l'a vu dans la respiration. Donc tu as si tu veux, des substances, ton métabolisme n'est pas bon, il ne fonctionne pas normalement, parce qu'il est tout le temps en carence d'oxygène par endroit, parce que du coup ton cœur se fatigue parce qu'il doit pomper. Donc tu n'as pas que le problème de tes globules rouges qui ne font pas la bonne taille, c'est que ça engendre plein de conséquences sanitaires en termes d'autres problèmes de santé, quoi. Je n'ai pas fait une étude approfondie non plus sur tous les effets secondaires de ce problème génétique, mais en tout cas, fatigue cardiaque, ça c'est sûr, et tout simplement les tissus qui sont pas fonctionnels puisqu'ils sont souvent en carence d'oxygène. Non, mais y a-t-il une alimentation particulière pour ces gens? Je sais pas. Une alimentation particulière, le traitement normalement à avoir, c'est un transfert de globules rouges. Et normalement, c'est en Belgique. J'avais un élève en secondaire, hein, dans une autre école, qui était drépanocytaire, et lui, il devait aller faire des transfusions tous les, un peu comme ceux qui ont un problème rénal. Eux, ils font des dialyses. Ben là, c'était aussi des transferts de globules rouges assez fréquemment. Donc ça, c'est le traitement le plus efficace. Après, il y a plein de pays où ce traitement-là, il est compliqué à avoir, et donc ils vont fonctionner. Alors, ce qui est particulier aussi, c'est que il y a un phénomène de crise avec la drépanocytose. Donc il y a des pics, en fait, il y a des moments qui vont être plus de vie normale, si tu veux, et puis après il y aura des pics où la quantité de globules rouges qui sont déformés est plus grande. Maintenant, qu'est-ce qui induit ce pic? Ça, je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement un effet périodique. Et en Belgique, lui, le traitement, c'est tout simplement le transfert de globules rouges fonctionnel. Okay. Donc là, on transfère juste des globules rouges et a priori, ils tiennent... Ah oui, et vous savez combien de temps tient un globule rouge d'ailleurs? Ça vit 120 jours. Okay, on le verra plus tard. Donc ça vit 120 jours, donc a priori, t'es bon pour 3 mois. Quoi. Et ouais, non, j'y pense, mon élève, c'était tous les 3 mois, plus ou moins qu'il valait aussi. Donc voilà, tu dois faire des transferts réguliers si tu veux ne pas avoir les effets secondaires et les douleurs et tout ça, mais c'est plus ou moins la seule chose à faire. La seule personne que je connais qui l'a eu et qui est en Afrique, elle en est décédée. Donc ouais, en Afrique, il y a moins de... Le traitement est moins facilement accessible. Donc oui, effectivement, les conséquences, c'est une mortalité précoce. Hein. C'est clairement la mortalité précoce. Hein. Ah oui, vous voyez pas ce que je vois. Donc oui, la drépanocytose, c'est une maladie qui pose de réels problèmes de santé. Et donc effectivement, il va y avoir l'espérance de vie beaucoup plus courte. Donc, et tout ça lié tout simplement, ici c'est ça que je voulais vous montrer. Ici on a un enchaînement première, deuxième, troisième jusqu'au 7e. Et là on vous dit qu'ici le 6e, c'est pas le bon. Ok ?
Le 6e a été remplacé par un autre, et donc ça vient de, effectivement, ça vient de l'information qui n'est pas correcte dans l'ADN. Et on va voir comment justement on passe de l'ADN à ces acides aminés. Et donc du coup, c'est des personnes qui vont systématiquement, au lieu de mettre ici cet acide aminé à la 6e place, elle va mettre celui-là. Et ça va changer la forme. C'est difficile. Ça va changer la forme finale de l'hémoglobine. Okay, et donc ça va poser un problème, des conséquences de santé, parce qu'une protéine qui n'est pas bien fonctionnelle, eh ben, ça va enchaîner sur tous des symptômes qui sont liés au manque d'efficacité de cette protéine. Alors, le rôle, hein, c'est ça qu'on a vu, on a vu différents, les lysozymes. Vous vous souvenez des lysozymes? C'était quoi les lysozymes? Ouais, donc c'était bien une enzyme qui permet de couper quelque chose, hein, ça digère, c'est un peu le système digestif mais de la cellule, quoi, en gros, donc ça veut dire qu'elle va digérer certains éléments, et on avait vu avec la phagocytose qu'on reverra, en disant, on va prendre quelque chose de l'extérieur, le faire rentrer dans la cellule, et les lysozymes vont venir, un lysosome, donc une bulle avec dedans des lysozymes, vont venir fusionner, et donc ces lysozymes vont être libérés, et vont pouvoir agir comme, effectivement, catabolyseurs, qui vont casser les éléments qui sont à l'intérieur. Okay, que ce soit des protéines, que ce soit des membranes, ou quoi que ce soit. Et on avait dit, lyse, c'est cassé. Ça voulait dire ciseaux. Ça marche? Donc ça, c'était les différents rôles. Et on a vu leur mode de fonctionnement, hein, en disant, voilà, c'est la forme. Hein. Et on avait vu aussi la régulation. Qui peut me parler de la régulation? Alors, premièrement, on va faire la régulation. Compétitive. C'était quoi quand c'était compétitif? On avait un inhibiteur compétitif. Ça veut dire quoi? Une protéine qui était régulée par un inhibiteur compétitif. Exactement, ça veut dire qu'il est compétitif, il vient prendre la place de l'autre. Okay, donc l'autre, il a plus de place où s'accrocher, et on a vu que la protéine, elle avait une certaine forme, et je vous avais dit, ça fonctionnait un peu comme des Legos, quoi. Et donc elle a la forme pour accueillir la molécule qu'elle est censée modifier, couper, rajouter, enfin on ne sait pas ce qu'elle est censée faire, quoi qu'elle fasse. Elle reçoit la molécule pour qu'elle soit traitée, et bien on va avoir un compétiteur, un inhibiteur compétitif, pardon, qui va prendre la place, et donc voilà, la place est prise. La réaction ne peut plus avoir lieu. Ils vont arriver, la place est prise. Donc là, c'est vraiment une compétition en disant, tiens, tant qu'il y a ce truc-là dans l'environnement, il va venir s'accrocher, et il s'accroche par exemple préférentiellement. Donc tant qu'il y en a, l'enzyme, elle n'est pas active. Okay, en tout cas, elle ne sait pas jouer son rôle. Il faut qu'il n'y en ait plus pour que ce carré rouge, ici, dans ce cas-ci, soit dégagé et qu'on puisse recommencer à faire des réactions. Le substrat vient se déposer sur l'enzyme, il est cassé en deux et se libère, par exemple. Et tant qu'il y a quelqu'un qui est là déjà, une autre molécule, elle est inactive. Ça, c'était pour la compétitive. Ensuite, on avait vu la partie allostérique, vous vous souvenez? Donc non compétitive, mais un inhibiteur allostérique. Ou un inhibiteur non compétitif, c'est la même chose. Et là, c'était quoi? Et ça va partir par là, ici quelque part, quelqu'un. L'inhibiteur non compétitif prenait pas la place du site, mais se fixer sur un autre endroit sur Exactement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un site, enfin il y a un seul site actif, mais il y a d'autres sites qui ont un rôle, et ça serait justement ici, ce qu'on appelle le site allostérique. Le site allostérique, c'est lié à la forme de nouveau, donc ça veut dire que c'est de nouveau une sorte de bouton, clic, quand on met quelque chose, ça change de forme. On va arrêter de faire tous les bruitages, vous avez compris l'idée, on met quelque chose, ça change de forme, sans les bruitages. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'ici, c'est pas que ça prend la place, mais que lorsqu'il vient se lier, il change la forme du site d'accueil, et du coup, de nouveau, il est plus fonctionnel. Un truc qui est censé recevoir quelque chose de rond, quelque chose d'en dessous vient s'accrocher à la protéine, et d'un coup, pop, ça devient plat, y a plus c'est bon, la forme ça marche plus, et donc il n'est plus fonctionnel. Donc à nouveau, c'est une méthode de régulation. Soit de la régulation, c'est que la place est prise, soit de la régulation, c'est que ça vient s'accrocher ailleurs, mais le fait de s'accrocher, ça change la forme de toute la protéine, et ça la rend plus fonctionnelle.
Ça va? Inhibiteur dans les deux cas. Inhibiteur, ça veut dire ça bloque. C'est l'inverse de activateur. Ok. Donc inhibiteur, c'est ça stoppe. Activateur, ça lance. Et donc là, ça nous dit aussi qu'on peut avoir la même chose, mais avec un activateur. Tu peux aussi avoir besoin que quelque chose vienne s'accrocher ici pour que ça prenne la bonne forme. On a dit que si quelque chose vient s'accrocher au niveau du site allostérique, ça change la forme de la protéine. Soit ça se met et ça change et ça l'empêche d'être fonctionnel, soit ça se met, ça change et ça la rend fonctionnelle. Okay, donc ça peut soit bloquer, soit activer. Donc certaines protéines, certaines enzymes, elles vont avoir besoin que quelque chose vienne se fixer pour avoir la bonne forme. Ça marche? Pour pouvoir être fonctionnel. Donc ça, c'était les deux possibilités. Activateur ou inhibiteur. Activateur, c'est toujours ailleurs. C'est rarement sur le site, parce que ça bloque la place. Et inhibiteur, c'est soit sur le site actif, soit sur le site allostérique. Ça marche? Tout le monde s'en souvient? Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. J'aime bien. J'aime beaucoup ça. On s'était arrêté sur cette partie-ci avec justement le fait qu'il y ait ce site allostérique, ici en l'occurrence, qui est là. Eh bien, ça permet aussi, on avait dit, le rétrocontrôle. C'est comme ça aussi que la cellule régule la production de certaines substances en disant, c'est une enzyme qui permet de fabriquer quelque chose. Il y a plein de chaînes. L'enzyme transforme quelque chose en autre chose. Une autre enzyme le retransforme. Une autre enzyme le retransforme encore. Et au final, on a notre produit fini, ce qu'on veut atteindre. En plusieurs étapes, c'est pas toujours en une étape. Et donc ici, c'est par exemple le produit fini. Et on vous dit, le produit fini, il vient s'accrocher à la première enzyme sur le site allostérique et il bloque la réaction. Ce qui veut dire que quand on en a fabriqué, ça bloque la fabrication. Comme ça, on n'en fabrique pas en continu. Il y en a, c'est bon, ça s'arrête. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir ma molécule qui a été fabriquée, elle va venir bloquer la production de elle-même. Si je suis là, il y en a assez, c'est bon, il ne faut plus en fabriquer. Et donc elle bloque les protéines, ici, enzymes. Protéines et enzymes, c'est... Toutes les protéines ne sont pas des enzymes, mais non, ça ne marche même pas dans l'autre sens. Toutes les protéines ne sont pas des enzymes, mais toutes les enzymes ne sont pas des protéines. Mais l'idée, c'est que, ici, on parle d'enzymes protéiques. Ok? Il y a d'autres éléments qui peuvent... Parce que, là, d'un coup, le doute s'installe. Est-ce que toutes les enzymes sont protéiques? Toutes les enzymes sont des protéines. Oui, c'est ça. Mais parce que toutes les enzymes sont des protéines, on va me dire, est-ce qu'il n'y a pas une enzyme qui serait d'origine lipidique, je pense qu'il y a? Non, je pense pas. Catalyseur, je vois pas. Là, je n'ai pas d'exemple. Non. Donc là, pour le moment, on va rester sur ça, sauf si on trouve une exception. Donc l'idée, c'est que ici, je vais avoir mon enzyme protéique, en l'occurrence, puisqu'on vient de dire qu'il n'y a pas le choix. Et donc, elle va fonctionner et elle va être régulée par, ici, ma molécule produite. Donc elle s'autorégule, ça s'appelle le rétrocontrôle. Et on verra le rétrocontrôle dans d'autres cas. C'est ça qui me... Mais effectivement, c'est l'élément ici. Ça ne doit pas spécialement être une protéine. Parce que le rétrocontrôle, on le verra après dans tout ce qui est hormonal et les hormones sexuelles, il y a le rétrocontrôle. Et là, c'est bien des stéroïdes, c'est pas des protéines. Donc ce qui est la protéine, c'est bien la partie mauve, ça c'est d'office une protéine, mais par contre ça, ce qui est fabriqué, ça peut être une protéine ou ça peut être autre chose. Donc on avait vu la fois dernière, les protéines fabriquent des protéines. Ok? Les enzymes, elles permettent aussi de fabriquer d'autres protéines. Alors, ça on s'était arrêté là-dessus, globalement, au cours précédent. Donc maintenant, on continue. Ce que je voulais vous expliquer, c'est, ici on a la régulation de la synthèse de protéines par le blocage de l'enzyme. Il y a une autre manière, quelque part, de bloquer la synthèse. Quelle serait, à votre avis, une autre manière d'arrêter la synthèse d'une protéine? La protéine, on a dit l'ADN est traduit en acide aminé, les acides, hop, ça se replie, hop, on a la fabrication, pouf, une protéine. Quelle serait une autre manière d'arrêter ou de bloquer la synthèse d'une protéine? En amont, on est d'accord, au niveau de l'ADN. Tu bloques au niveau de l'ADN en disant, genre tu mets un capuchon. Ok, plus moyen de lire sur l'ADN. Si tu ne sais pas lire la recette, tu ne sais pas la fabriquer. Okay, donc là, c'est la régulation de la lecture de l'ADN. Et justement, ce sont aussi des protéines qui vont réguler
l'activation de la transcription. La transcription, c'est la lecture de l'ADN, justement. Ok? Et donc, on a vu la régulation de la synthèse en bloquant une protéine intermédiaire, une enzyme intermédiaire, donc ça bloque la chaîne de réaction. Il est en train de s'endormir. Le bic est tombé. Reste avec nous. Alors, ici, l'idée c'est quoi? C'est que pour lire l'ADN, on reviendra après dans la transcription, hein. Mais pour la lecture de l'ADN, en gros, il y a tout un mécanisme qui vient, qui s'accroche à l'ADN, qui lit l'ADN et qui traduit chaque fois. Donc d'abord qui transcrit l'ADN, et on verra après qu'il y a encore un autre qui traduit l'ARN. Donc on a l'ADN qui est, ça normalement vous l'avez tous déjà, je ne vous parle pas d'un truc que vous ne connaissez pas, mais donc on a l'ADN, on le lit pour faire une copie, et ensuite la copie sort du noyau, en tout cas pour les eucaryotes, pour les bactéries il y a un noyau. La copie, elle est envoyée et elle est lue pour être traduite en acide aminé. Okay, donc c'est pas directement sur l'ADN qu'on va faire ça. Maintenant, si tu ne fabriques pas cet ARN messager, tu ne fabriques pas cette copie qui veut être la base pour fabriquer ta protéine, ben, tu ne fabriques pas de protéine. D'accord ? La copie que tu fais, le corps est bien fait, on copie une protéine. Donc tu vas coder pour une protéine, tu as la recette d'une protéine. Cette recette-là, elle se libère et si vous voulez, elle est lue et traduite. Transcription, on fait une copie. Traduction, on change de langage. On fabrique des acides aminés. Ici, comment est-ce que ça va fonctionner? Ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'il va y avoir parfois des protéines qui vont venir elles-mêmes s'accrocher à l'ADN, et en s'accrochant à l'ADN, elles empêchent la transcription. Elles bloquent la transcription. Donc elles sont accrochées à l'ADN, et en fait c'est l'endroit où normalement la machinerie, si vous voulez, elle s'accroche pour commencer à lire. Tuc, 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 elle va lire l'info. S'il y a quelque chose qui est là, ben, elle n'arrive pas à s'accrocher, donc elle ne sait pas démarrer la lecture. C'est assez simple comme explication. On est d'accord avec ça? Comme aussi dort. Elle vient de parler, elle vient un truc. Reste avec nous. Donc, si la place est prise, il ne sait pas lire l'information. Maintenant, ces protéines-là, à nouveau, elles vont être régulées. Si vous regardez la petite forme du Lego là, le Lego, tac, il est fixé à mon ADN. On ne sait pas lire. Mais vous voyez qu'il y a une place de régulation. Il y a un autre site. Il y a un site d'accroche à l'ADN, parce que ça c'est l'ADN. Et ici, il y a un autre site. C'est l'exemple d'Escherichia coli dont je vous ai parlé la semaine dernière. Escherichia coli, je vous ai dit, c'est cette fameuse bactérie qui vit avec nous et qui est dans notre côlon. Hein, et je vous avais dit, Escherichia coli, elle vit en mangeant les sucres et ce qui reste un petit peu dans notre tube digestif après toute notre digestion. Mais vous avez dit, qu'est-ce qu'elle adore, Escherichia coli? Vous vous souvenez? Les produits laitiers. Le lactose, c'est la fête. Et donc, elle va toujours préférer le lactose. Mais, a priori, si toi tu digères bien le lactose, ben, il n'y a pas de lactose dans ton tube digestif. Parce que le lactose, on a dit que c'était du galactose et du glucose. Cric, cassé en deux. Galactose, il est digéré. Glucose, il est digéré. Donc, à la fin, il n'y a plus rien. On est d'accord? Par contre, si maintenant, toi, tu n'as pas digéré tout ton lactose, soit tu as mangé trop de lait, soit tu ne fais pas de lactase, donc tu n'as pas l'enzyme pour casser, tu te retrouves avec du lactose au niveau de ton côlon. Qu'est-ce que va faire Escherichia coli, cette bactérie? Elle va voir ici un élément, le lactose. Le lactose, il va venir s'accrocher ici. Donc en présence de lactose, le lactose s'accroche ici et change de forme. Ça change de forme, mais au lieu d'être comme ça, ça devient comme ça. Hein, un peu tordu. Et donc du coup, ça rentre plus. Résultat, ça se détache. Donc la présence de lactose, la présence de lactose va déformer l'élément qui bloque et le retirer. Résultat, on sait lire le gène. Et le gène, je vous le donne en mille, c'est le gène de la lactase. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Parce que comme a priori, si toi tu digères le lactose, il n'y a pas de lactose dans ton côlon, et Escherichia coli, elle ne va pas se fatiguer à fabriquer de la lactase toute l'année, là, alors qu'il n'y a pas de lactose qui arrive. On est d'accord? Elle ne va pas fabriquer une enzyme qui ne lui sert à rien. Donc en gros, elle a mis un système de régulation, non, je ne la fabrique pas, mais si jamais il y a du lactose, je commence à en fabriquer. Et donc là, ici, c'est ça. Dès qu'il y a du lactose, ça vient s'accrocher et elle commence à fabriquer de la lactase. Ok?
Donc elle fabrique de la lactase pour couper le lactose, quoi, pour utiliser le lactose comme source d'énergie. Elle la fabrique que quand il y en a. Parce que la présence de lactose va débloquer le gène de la lactase. On va y arriver. Ok? Donc la recette, elle est lue qu'en présence de lactose. Il faut qu'il y ait du lactose pour que la bactérie elle fabrique de la lactase. Sans ça, elle n'en fabrique pas, parce qu'a priori, elle n'est pas en contact avec de la lactase, donc ça ne sert à rien d'en fabriquer tout le temps. Ça va? Ça, c'est une autre manière de réguler la synthèse d'une protéine. Donc soit on la régule dans une enzyme intermédiaire, okay, qui serait bloquée ou inactivée, donc la chaîne s'arrête. Soit tu fais directement une régulation sur l'ADN en disant je synthétise la protéine ou je synthétise pas la protéine. Ça marche? Donc activer ou désactiver une protéine, ou bien fabriquer ou ne pas fabriquer une protéine. C'est les deux manières de réguler la synthèse d'une substance en tout cas. C'est clair pour tout le monde ça? Chaque année j'ai des questions là-dessus, donc ça m'étonne que ce soit clair pour tout le monde. Tout le monde a capté ce truc-là? Régulation? Tout va bien. Alors maintenant, ce qui va aussi influencer l'activité, donc on a vu qu'un élément chimique pouvait bloquer, activer ou désactiver une enzyme, mais elle a aussi un optimum de fonctionnement. Et donc, a priori, il va y avoir une température optimale. La plupart de nos enzymes, oui c'est ça. L'expérience qui a été faite, c'était, ils avaient mis un bout de viande, ils avaient été chercher dans le fond de l'estomac de quelqu'un des sucs gastriques, qui sont sortis, et ils l'ont mis sur le bout de viande. Ils se sont dit, on va voir si le bout de viande se décompose. Quoi. Que dalle. C'est rien passé du tout. Ils se sont dit, ouais, il y a un facteur qu'on a skippé, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refait l'expérience, et ils l'ont mis dans une boîte à 37 degrés. Et là, la viande a commencé à se décomposer. Donc l'enzyme, en réalité, en dehors de 37 degrés, elle ne fonctionne pas. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on est homéotherme. Homéotherme, c'est-à-dire qu'on garde tout le temps la même température. Notre température, elle est autour des 37, on est entre 36 et 37,5, un truc comme ça. Pourquoi est-ce qu'on garde toujours cette même température? C'est parce que notre corps, il fonctionne mieux à cette température-là. Et en fait, notre métabolisme, donc toutes les réactions de notre corps, elles fonctionnent mieux à cette température-là. Pourquoi? Parce que toutes les enzymes qui sont en lien avec ces réactions, elles fonctionnent mieux à cette température. Okay? Donc, nous, l'optimum de fonctionnement, c'est 37. Nos enzymes, elles fonctionnent le mieux à 37. C'est ce que vous avez ici. Hein? C'est le pic de température. Au niveau du pH, par contre, ça c'est un fake, toutes les enzymes ne fonctionnent pas mieux à pH 7. D'ailleurs, certaines enzymes ne fonctionnent que à pH acide. Toutes vos enzymes digestives, elles fonctionnent à pH acide. Si c'est pas acide, elles ne fonctionnent pas. Okay? Donc elles sont activées par la présence d'acidité. Donc je sais pas pourquoi ils ont illustré ça comme ça, parce que c'est pas à pH 7 que ça fonctionne. La température, je suis d'accord, à 37, on est au top. Et donc résultat pour lequel ça explique pourquoi vous ne pouvez pas faire de la fièvre. Hein? Quand vous êtes à 40, vous avez déjà une baisse d'efficacité métabolique. Okay? Si vous dépassez les 40 degrés, ici, là, je sais pas, vous faites 43, 44, eh ben, vous avez votre efficacité métabolique qui commence à baisser, donc votre métabolisme fonctionne moins bien. C'est pour ça qu'on ne doit pas rester avec de la fièvre et qu'il faut toujours faire baisser la fièvre. On veut toujours faire baisser la fièvre. Eh ben, pourquoi on fait baisser la fièvre? C'est tout simplement parce que ton corps il fonctionne mieux à température normale. Un enfant, il peut encore supporter des grosses montées de fièvre. Un adulte, pas du tout. Il va avoir ses organes qui vont lâcher les uns après les autres. Une fièvre, un 42 ou un 41 degrés pour un adulte pendant plusieurs jours, il va avoir le rein qui lâche, le cœur qui lâche. Il ne fonctionne pas à l'optimum à ce moment-là. Okay? Et pour le pH, ça dépend des enzymes. Certaines enzymes fonctionnent bien à pH 10, d'autres enzymes fonctionnent mieux à pH plus élevé. Ça dépend. Plus bas, acide, plus bas. Ça va? Donc ça, c'est ce qui va permettre de faire varier l'efficacité. Et donc, on va avoir comme facteur influençant la température, le pH et la concentration. Alors ce slide, tout le monde oublie un peu la dernière ligne, mais c'est les trois facteurs. Hein. Température, pH et la concentration, parce qu'on a dit qu'on pouvait avoir, quand on en a fabriqué, il y avait le rétrocontrôle, là, vous vous souvenez? Hop, ça vient bloquer. On a vu que le lactose, il bloquait la fabrication même.
lui, il l'activait. Mais donc, s'il n'est pas là, c'est même bloquer la fabrication. On peut avoir soit une régulation au niveau de la synthèse, mais ici, on parle de l'efficacité. Hein. L'activité enzymatique, une fois qu'elle est synthétisée, elle va aussi être activée ou désactivée par la présence soit d'une autre molécule, soit de elle-même. Ok. Donc, on va avoir la concentration en certains éléments qui vont réguler l'activité de l'enzyme, soit l'empêcher de fonctionner, soit déclencher son fonctionnement. Alors, ici, c'est une illustration, on va pas passer plus de temps là-dessus. Par rapport à la mélanine, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs types de mélanine. Hein. Eumélanine, et alors on a la version noire, la version brune, et la phéomélanine qui est jaune ou rouge. Okay, donc c'est des pigments qui vont avoir des couleurs différentes. Et la synthèse, par contre, elle va des trois types de mélanine va démarrer à partir de la tyrosine. Et il va y avoir une chaîne de réactions. Okay. Et puis ensuite, on va avoir deux types de réactions différentes. Et ici, de nouveau, une subdivision qui va donner du coup des mélanines un petit peu différentes. À nouveau, qu'est-ce que je veux illustrer ici? C'est de vous montrer la chaîne de réaction. Alors, ce qui est en jaune, c'est quoi? Protéines. Ce sont des protéines, en l'occurrence, des enzymes. Okay. Donc ça, c'est les différentes enzymes. Donc ça vous montre que pour fabriquer une protéine, parce que la mélanine, on a dit que c'est une protéine, il faut un enchaînement d'autres protéines, donc d'autres enzymes pour y arriver. Et je vous avais parlé de l'albinisme, hein, qui est souvent un exemple utilisé pour les mutations génétiques. Et je vous ai dit, l'albinisme, en fait, c'est pas d'office, tu fabriques pas de mélanine, hop, ça s'arrête là. Je vous ai dit, il y a différents niveaux d'albinisme, selon où se trouvent. Différentes mutations peuvent mener à l'albinisme. Imaginez si vous n'avez pas de tyrosine hydroxylase. Alors, si vous n'avez pas de tyrosine hydroxylase, vous n'êtes vraiment pas en bonne santé. Hein. Parce que la tyrosine hydroxylase, elle est dans la chaîne de fonctionnement. Donc ça vous permet de transformer la tyrosine en dopa, pour simplifier le message. Mais la dopa, elle joue un rôle ici, dans la synthèse de mélanine, mais elle joue un rôle dans plein d'autres trucs dans le corps. Donc si vous n'avez pas ça, vous n'êtes vraiment pas en bonne santé. Mais bon, théoriquement, ce qui va induire la non-synthèse de mélanine, ça peut être soit le fait que celle-ci soit manquante, soit que celle-ci soit manquante, et ici dans ce cas-ci, soit que celle-ci ou celle-ci. Donc il y a aussi dans certains cas d'albinisme où on va synthétiser un certain type de mélanine, mais pas les autres. Okay. Donc on va avoir synthèse de, par exemple, ici cette mélanine-ci, mais pas de celle-là. Et donc vous avez dit, il y a des degrés différents d'albinisme, et toi tu parlais de régime. Par exemple, pour certains albinos, il y a un régime alimentaire. Et ça dépend justement parce qu'il y a certaines substances qu'ils n'arrivent pas à décomposer. Et comme ils n'arrivent pas à les décomposer, ça devient toxique. Il y a certaines maladies où effectivement, il vous manque une enzyme qui décompose une certaine molécule. Et en fait, si vous ne savez pas la décomposer, sa concentration, elle augmente dans votre sang. Et vous ne l'éliminez pas bien, et donc ça devient toxique. Et donc ces gens-là, par exemple, ils ont un régime particulier, ils doivent éviter tous les produits qui contiennent cette substance-là, parce qu'ils ne savent pas la décomposer, parce qu'ils n'ont pas les enzymes pour les décomposer. Donc ils vont avoir d'autres problèmes de santé, mais un régime alimentaire adapté leur réduit déjà pas mal de conséquences liées à cette enzyme manquante. Okay. Donc ici, dans le cas de l'albinisme, on peut avoir quelque chose de plus sévère ou quelque chose de plus anodin. Et de nouveau, c'est par exemple, si c'est ici, cette partie-ci qui manque, voilà, la personne, elle fabriquera juste pas de mélanine brune. C'est pas non plus... physiquement, ça va se voir, mais ça va pas être ultra handicapant. Si maintenant, il y a un problème plus haut dans la chaîne, ça va avoir des conséquences plus importantes. Je vous ai dit, on verra que la mélanine, on la trouve dans la peau, mais on la trouve aussi au niveau de l'iris. Hein, et donc on va manquer de protection, ça peut donner des problèmes de vue, il y a plein d'autres conséquences au niveau de la santé. Okay. Et donc on a, pour comprendre que nous on met tout sous un même nom, hein, une maladie, par exemple l'albinisme, en réalité il y a différentes sortes d'albinisme et elles dépendent de où se situe la mutation et quelle enzyme n'est pas fonctionnelle. Et
Physiquement, il y en a certaines, certaines formes qui vont donner plus ou moins les mêmes traits physiques, mais par contre, au niveau de la santé, il peut y avoir d'autres conséquences chez certaines personnes atteintes d'albinisme. Ok. Alors, ça c'est un exemple. Je vous ai déjà parlé de cet exemple-là en disant que c'est une chaîne de réaction. Comme ça, vous avez une vision complète. Alors, on va faire quelle heure il est? Comment est-ce que... Ah oui, non, il n'y a pas... Ah non, je comprends rien à l'horaire. Comment ça marche? J'ai 2 heures avant, hein. On a 2 fois 50 minutes avant la pause ou on a qu'une fois 50 minutes? Normalement, c'est de 10h20 à Midi. 11h20 et puis midi. On a 2 heures. Quoi. Ouais, bah, il va falloir qu'on... Faut dire à monsieur Sanaro d'arrêter à l'heure. Ça décale tout le truc et donc du coup, vous prenez chaque fois... Normalement, moi, j'aurais fait 50 minutes, une petite pause de 5 minutes et puis de nouveau 50 minutes, enfin, et 45 minutes. Mais là, le fait que lui décale, je me retrouve avec un cours de 1h15. Enfin, oui, ça devient un peu lourd. En une fois, je sais pas faire de pause du coup entre les 2 premières heures. Quoi. Donc, mais du coup, on continue. Alors, c'est parti. La cellule. Donc là, on est d'accord qu'on clôture la partie chimie organique du cours. Hein, donc on a parlé des aspects structurels en disant voilà, on va parler du petit, aller au plus grand, l'atome, la molécule. Hein, puis on est passé à la chimie organique en disant ben, on va regarder le type de molécule qu'on a, qui nous intéresse. On a laissé de côté la chimie minérale, on a juste parlé de l'eau, mais après pour le reste on est allé sur les lipides, les glucides, dans l'ordre, les glucides, les lipides et les protéines. Et là, très vite fait, on a parlé de la structure et du fonctionnement des protéines. Le fonctionnement des protéines, c'est peut-être un peu plus au cours de physio, mais comme ça ne rentre pas dans le cours de physio, je l'ai fait ici. Et maintenant, on va regarder, ben, ok. On a déjà un peu parlé de la cellule, puisqu'on va parler de où on trouvait ces différentes molécules. Où est-ce qu'on trouve le sucre? Où est-ce qu'on trouve les lipides et les protéines? Maintenant, on va essayer de voir le fonctionnement et voir ça au niveau... on augmente d'une échelle, quoi. On dézoome un petit coup et on voit le niveau de la cellule. Le niveau de la cellule, on a différents types de cellules. Ici, c'est un exemple de cellules bactériennes, par exemple. Et c'est ce qu'on va appeler les prokaryotes. Ici, c'est un exemple de cellules animales. Et c'est ce qu'on va appeler les eucaryotes. Voilà, ce qu'on va appeler les eucaryotes. Quelles sont les différences majeures entre prokaryotes et eucaryotes? C'est un rappel. Hein. C'est quoi la différence majeure entre gauche et droite? La forme, ouais, après les deux sont à peu près circulaires, il y en a surtout une qui est zoomée et l'autre moins, mais ouais, ok. Quoi d'autre? Vacuoles. Là, t'es parti sur le animal et végétal. Donc c'est pas les bons. Ici, prokaryotes et eucaryotes, on est bactéries et animal. Mais regardez ce que vous voyez, hein, c'est 2 dessins. Hein. Alors ici, effectivement, on a un gros noyau qui est mis ici. Et ici, en réalité, on n'a pas de noyau. L'ADN, elle flotte directement à l'intérieur de la cellule. Okay, donc l'ADN, il n'est pas emballé dans un noyau. C'est la version un peu archaïque, quoi, simple et un peu plus complexe. Hein. Donc ici, l'ADN, il est dedans. Voilà. Et ici, par contre, l'ADN, il est dans un noyau. Quoi d'autre? L'image n'est pas terrible. Hein. Je vais essayer de... Je vais juste essayer d'avoir un peu plus de nouveau le brightness là. Ok, je vais faire plus ou moins. Vous voyez mieux là? Ok, on garde quand même un peu de couleur. Comme ça, vous voyez? C'est mieux? Exit. On va pas ce texte-là. Le texte? Ouais. Ouais, mais le texte... Ah oui, c'est vrai qu'ici, du coup, c'est bon, mais on va pas l'utiliser directement. Donc, pas de noyau, un noyau, première différence. Ah, il y en a d'autres, hein.
Alors ici, effectivement, c'est des flagelles qui sont dessinés, mais après, regardez ici, flagelles. Hein. Il y en a des eucaryotes avec des flagelles. Ça existe, des deux côtés. Ouais. Vu que vous avez des eucaryotes, les prokaryotes sont dans le malgré génétique et Ouais. les prokaryotes, tandis que chez les eucaryotes, la génétique est Ouais, on est d'accord. Gros, ça c'est la grosse différence. Hein. Après, il y a d'autres différences ici qui sont pas vraiment bien dessinées, mais ici on voit quand même quelque chose de plus complexe. Hein. On a des organiques chez les organiques. Alors ici, on a des organiques. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'ici, ils ont fait la version, on dirait qu'il n'y a rien, mais en fait, c'est juste aussi en plus petite, à plus petite échelle. Il y a aussi, il y a de la respiration ici. Hein. Donc on va avoir certains organismes qui ne sont pas très bien représentés. Madame, on a toujours tendance à dire que chez les prokaryotes, le noyau est polylobé. La différence entre. Polylobé. C'est ça que tu me dis? Oui. Non. Non, il n'y a pas de noyau. C'est ça, il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de membrane. Polylobé, quand tu me dis ça, ça voudrait dire que c'est un noyau genre en trèfle. C'est ça que veut dire polylobé, a priori. C'est pas le cas. Ici, il n'y a pas de noyau du tout. Donc l'ADN, elle flotte vraiment dans le cytoplasme directement. Ok? La taille. La taille, ouais, ça c'est déjà beaucoup plus petit. Ici, on est dans des cellules qui ont une échelle qui est quand même beaucoup plus grande. Donc ici, on sent quand même que c'est quelque chose de plus complexe. Hein. On est sur quelque chose de plus complexe. Et on voit d'ailleurs ici mitochondrie, on voit pas grand chose, je vous l'accorde. Appareil de Golgi, réticulum endoplasmique rugueux, ok. Les réticulum endoplasmique lisses que je ne vois pas, qui est là. Donc on va avoir une structure qui est beaucoup plus complexe. Celle sur laquelle on va le plus travailler, c'est évidemment la cellule animale, ok, et pas la bactérie, mais on va parler de la bactérie aussi pour d'autres cas. On en a déjà parlé, et Escherichia coli, ça ressemble plutôt à ça. Hein. Si maintenant, vacuole, différence majeure ici, là on est tous les deux dans une cellule eucaryote, puisque les deux contiennent un noyau, c'est l'élément, c'est le critère de base, hein. C'est la présence du noyau. Ici dans les deux cas j'ai un noyau, donc moi, je suis bien dans une cellule eucaryote, mais on est d'accord qu'on ne va pas avoir exactement la même structure. Ce qui ne se voyait pas dans le slide d'avant aussi, c'était la membrane qui était un petit peu différente. La structure des membranes des bactéries, c'est pas les mêmes que les cellules eucaryotes, enfin, pas complètement. Ici, on va avoir deux types de cellules. Ça, c'est la cellule animale, et ici, on est dans une cellule végétale. Et tu m'as parlé de la vacuole. La vacuole, c'est ce truc-là, comme on voit pas bien. Ça sert à quoi la vacuole? Ici on le voit même pas, je sais même pas où est-ce qu'ils l'ont mise la vacuole. Ils l'ont même pas mise, pour vous dire à quel point c'est pas le truc primordial, mais il y en a une, a priori, il y a une vacuole, mais de petite taille, et là ici, beaucoup plus grande taille. C'est quoi la vacuole? Ça sert à quoi? Pour les déchets. Non. Alors, c'est le stockage. C'est le stockage de? Non. Enfin si, en fait, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça pourrait. Non, c'est surtout le stockage de l'eau. Ok. Donc la vacuole, c'est surtout le stockage de l'eau. Et en fait, l'utilité ici de cette vacuole, effectivement, c'est pas toujours de l'eau pure, mais le stockage de l'eau ici, à quoi? Pourquoi est-ce qu'il est cette zone de stockage est plus grande chez les plantes que chez les animaux? Il y en a besoin pour la photosynthèse, mais quelque part, nous on a besoin d'eau aussi, hein, pour notre métabolisme, on a besoin d'eau. C'est quoi la grosse différence? C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, qu'une plante ne sait pas faire. Chercher. Aller chercher l'eau. Un animal, il va chercher l'eau, il ne se pose pas de questions, hein. Pas besoin de faire des réserves pour 10 ans non plus. Hein. Ok. Alors qu'ici, la plante, elle est là, il pleut pas. Yako, comme on dirait en Côte d'Ivoire. Donc, pas de bol pour toi, pouf, t'es là, t'as pas d'eau, donc il faut bien en garder. Donc ici, ils vont des réserves. Ici, on a une réserve, là, il n'y a pas de réserve. Donc ça, c'est la principale raison. Autre chose qu'il y a là-bas et qu'on n'a pas ici, sont ici, hein, les chloroplastes avec les thylakoïdes et tout ça, on ne fait pas de photosynthèse, hein, les animaux ne font pas de photosynthèse. Je te dis, le règne animal, on est des bons recycleurs. Nous, on utilise ce que les autres fabriquent, principalement, et on recycle.
Donc, eux, ils vont avoir besoin d'eau pour faire leur photosynthèse, je suis d'accord. Et ils vont avoir besoin évidemment de chloroplastes, qui sont le site de la photosynthèse, le site de fabrication des sucres. Après, ils ont plein de choses en commun, hein. Un noyau, ici, un réticulum endoplasmique rugueux, un réticulum endoplasmique lisse, centrosome avec les deux centrioles, l'appareil de Golgi, hein, on l'a des deux côtés, tac, tac. Les lysosomes, ici, et ici, mitochondrie. Mitochondrie, on en a déjà parlé dans quoi? Respiration. Avec des masques, je comprends pas toujours, mais... Donc oui, ici on l'a vu dans la respiration. Donc la respiration, on a dit que ça cassait les sucres. Vous vous souvenez? Hop, sucre, clic, on le casse en deux, ça rentre dans la mitochondrie et c'est parti. Mais on vient de dire qu'eux, ils servaient à fabriquer par la photosynthèse, ils fabriquent des sucres. On vous dit systématiquement que les plantes, elles transforment le CO2, on est d'accord, et elles fabriquent un sucre avec, mais elles libèrent de l'oxygène. Et pourtant, elles ont des mitochondries. Et les mitochondries, c'est toutes les mêmes. Les mitochondries, c'est du carbone qui rentre et c'est du CO2 qui sort. Et je pensais qu'elles fabriquaient de l'O2. La plante, elle donne de l'oxygène. Et là, elle a des mitochondries qui, a priori, fabriquent du CO2. Il y a un problème dans mon raisonnement. Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi est-ce qu'elle fabrique du CO2 alors qu'on a dit qu'elle fabriquait de l'O2? Mitochondrie, ça relâche du CO2. C'est deux molécules à 3 carbones qui rentrent. Et on a vu cycle de Krebs, phosphorylation oxydative. Au final, c'est du CO2 qui sort. Et ça consomme de l'oxygène. Le CO2 pour la photosynthèse. Là, on dit la photosynthèse. Tu dis, hop, elle recycle direct. Elle l'utilise et paf, elle recycle et elle refond des sucres et ça bouge comme ça. En réalité, elles vont surtout quand même chercher du carbone dans l'atmosphère. C'est plutôt une question de bilan. Si tu regardes, il y a une mitochondrie et il y a 3 chloroplastes. Ok? Donc, les chloroplastes, elles prennent le CO2 et elles fabriquent des sucres. Et elles libèrent de l'oxygène. Ça, c'est de la photosynthèse. Et les mitochondries, elles fonctionnent dans l'autre sens. Elles utilisent le sucre et elles libèrent du CO2. Sauf qu'il y a plus de chloroplastes que de mitochondries. Donc, elles fabriquent plus d'oxygène qu'elles ne fabriquent de CO2. Ok? Donc c'est plutôt une question de bilan en disant mais en fait les plantes elles font les deux. Mais par contre qu'est-ce qu'il faut pour que la photosynthèse ait lieu? Photosynthèse, il faut du CO2, ok? Et quoi d'autre? De la lumière. Donc en journée, ces 3 petites usines là, elles fonctionnent à plein tube, elles fabriquent plein de sucre, elles consomment plein de CO2, elles libèrent de l'oxygène. Mais dès qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus que les mitochondries, elles continuent de fonctionner, hein. Ta plante, elle a besoin d'énergie, elle continue à casser des sucres. Il y a une partie qu'elle fait, qu'elle stocke, ok, mais une partie qu'elle utilise, ta plante. Et donc ici, la mitochondrie, elle fonctionne en continu. 24 sur 24, jour et nuit. Raison pour laquelle, on vous dit toujours les plantes, qu'est-ce qu'il faut faire le soir? Il faut les sortir, hein, dans les hôpitaux, on vous dit toujours, laissez pas les plantes à l'intérieur, il faut les sortir. Bon, faut déjà quand même faire une petite forêt tropicale dans ta chambre pour manquer d'oxygène, mais effectivement, parce que la nuit, en fait, elles sont en compétition avec toi. La nuit, elles sont comme toi, elles ont une mitochondrie qui fonctionne et elles consomment des sucres et elles produisent du CO2. Okay? Donc elles font de l'oxygène quand elles font de la photosynthèse. Si elles ne font pas de photosynthèse, il n'y a que la mitochondrie qui fonctionne. Donc la mitochondrie, elle fonctionne tout le temps. La photosynthèse, elle fonctionne que la journée. Voilà. Donc, point commun, on fait tous les deux de la respiration. Voilà, on commence à avoir fait plus ou moins le tour. Ah oui, non. Autre élément important. La forme, là, cette fois-ci, c'est flagrant quand même. Hein. Elles n'ont pas du tout la même forme. C'est lié à cette fameuse vacuole. Quelle est la grande différence de forme? Chez les plantes, elles sont irrégulières. Chez qui c'est sphérique? J'ai entendu sphérique. Squelettique chez les plantes. Ah ouais, squelettique, ok. Donc effectivement, il y a un côté plus rigide en fait. Parce que si vous regardez ici, ce truc blanc là, ça ressemble un peu à ça. Hein. Donc en fait, vous allez avoir cette membrane qui est la même. En réalité, vous avez deux cellules qui ont la même membrane,
Mais c'est plutôt comme si vous aviez mis la cellule dans une boîte à chaussures, quoi. Tac, elle a une forme figée qui est la partie extérieure. Et donc effectivement, on va voir que la cellule végétale, en plus de sa membrane plasmique, elle va aussi avoir ici une structure rigide extérieure. Ok ? Et cette structure, elle va permettre de maintenir une forme. Et pourquoi est-ce qu'elle va maintenir une forme ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait maintenir une forme ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait maintenir une forme ? Pour garder la vapeur en place. Ouais, ça pourrait être ça. Mais l'idée, c'est que ça va se remplir et se vider d'eau. Hein ? Quand il pleut beaucoup, la plante, on a dit qu'elle ne bougeait pas. Quand il pleut beaucoup, elle se remplit. Pour réguler l'entrée, les entrées. Elle va avoir un rôle de régulation, mais c'est surtout un rôle de rigidité. Si votre vacuole, elle se remplit d'eau, et puis après il fait sec, elle se vide d'eau. T'imagines tes cellules qui changeraient de taille constamment. Quelque chose qui changerait de taille constamment, mais tu n'as plus de forme à rien, ta plante elle n'aurait pas de structure. Donc pour éviter que ta plante change complètement de structure à chaque fois, eh ben, elle va faire une structure rigide. Elle fait une structure rigide qui est la paroi cellulaire. La paroi, elle est rigide et à l'intérieur, tu as une cellule qui, elle, par contre, peut rapetissir ou grandir. Imagine un mur de boîte à chaussures. Dedans, tu mets des ballons gonflables dans chacune des boîtes à chaussures. Si tes ballons ils se dégonflent, est-ce que ton mur s'effondre ? Non, tu as juste des ballons écrasés dans tes boîtes à chaussures. Si tes ballons ils sont gonflés à bloc, est-ce que ça change quelque chose à ton mur ? Non. C'est un peu ça l'idée. Donc on va avoir une structure carrée rigide qui permet à l'intérieur à la cellule de se racrapoter ou de se regonfler, selon qu'elle est remplie d'eau ou qu'elle se vide en eau. Et donc, si maintenant il n'y avait pas ça, la structure de une plante qui bougerait beaucoup trop, la structure de la plante poserait problème. Il y a déjà des parties où la paroi est moins épaisse, tu vois ça dans les feuilles, hein, quand ta plante elle commence à avoir soif, là, elle commence à avoir une tête un peu... Il y a tout qui s'écrase un peu. Donc ta plante qui est flétrie là, c'est justement lié au fait que il y a plus dans tes cellules, elles sont pas remplies d'eau. T'arroses et il faut pas longtemps avant que tac, tes feuilles elles redeviennent rigides, bien droites. En fait, c'est tout simplement que les cellules sont à nouveau avec des vacuoles remplies d'eau. Mais une tige, par exemple, va avoir une paroi bien rigide. L'idée c'est pas que ta tige de maïs, dès qu'il fait un peu sec, ton truc s'écrase, ça va. Donc cette rigidité, elle est de nouveau liée au fait que la plante elle n'est pas mobile et que donc elle doit garder sa structure, qu'elle soit remplie ou vide d'eau. Ça marche ? Le fait de se remplir ou de se vider d'eau, on a vu ce phénomène. Les transferts d'eau, c'était quoi ? Ça s'appelait comment ? Osmose. L'osmose, c'est justement le fait qu'on va avoir libération ou accumulation d'eau. Ok, donc on peut voir dans des cellules végétales, on peut faire l'expérience où on voit d'ailleurs les cellules qui se racrapotent comme ça et qui flétrissent un petit peu. Vous allez voir. On en parle, mais je ne sais plus où j'en parle. J'ai un dessin de ça. Ah voilà. Donc dans les cellules, si vous regardez l'osmose, dans les cellules animales, ça se voit très fort, parce qu'elle va vraiment se racrapoter directement, puisqu'elle n'a pas de réserve, et elle n'a pas de paroi rigide, donc elle se dégonfle. Et elles se regonflent si elles sont remplies d'eau. On verra après plus particulièrement, mais ça c'est comme ça que illustre le règne végétal. Ici, dans le règne végétal, vous voyez qu'il y a une structure qui est rigide, et donc que ce soit rempli d'eau, rempli normalement d'eau, ou vide d'eau, ta cellule, elle n'a pas beaucoup changé de forme. On est d'accord ? Et donc, en gros, entre ça et ça, c'est ce qui va faire un petit peu le flétrissement de ta feuille, quoi. Les cellules sont un peu, elles sont un peu vides, mais par contre, c'est pas complètement fondu, quoi. Et donc, c'est la présence de cette paroi rigide qui permet de mieux résister à il y a trop d'eau ou il n'y a pas assez d'eau. Les cellules, ouais, les deux sont eucaryotes. Les cellules animales, on va y arriver, végétales, animales. Les cellules animales, elles, un ballon. Tu mets pas de boîte à chaussures, donc tu veux gonfler ton ballon. Bon, c'est de l'air et pas de l'eau, si tu veux tu le remplis d'eau, ça marche aussi. Tu remplis ton ballon d'eau dans ta boîte à chaussures,
À un moment, tu sais plus mettre d'eau dedans, on est d'accord? Il sera plein. Ici, je fais l'expérience sans boîte à chaussures et je vais remplir un ballon d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Je remplis à max, je continue, je m'arrête pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il éclate. Et donc, la cellule animale, je vais y arriver, la cellule animale, elle risque plus facilement d'éclater au cas où il y a trop d'eau, alors que la cellule végétale, elle est capable d'être déjà trop remplie en eau, mais de ne pas éclater pour autant. Et je dis ça, c'est lié au fait qu'elle ne peut pas aller chercher l'eau. Donc quand elle a beaucoup d'eau, elle se blinde d'eau, puis quand il n'y a plus d'eau, hop, elle se dessèche d'eau, et ça permet de garder la structure totale du système. On va s'arrêter là, comme ça, animal et végétal, comme ça je commence la membrane plasmique après. On a encore 1 heure de bio après. Hein. Il a son air blasé, Jean. Tu nous poses la question chaque semaine. Oui, je sais, je pose la question chaque semaine. Chaque fois j'oublie, je connais rien. Ces horaires ça change chaque année, je m'en sors pas. Alors on va essayer de stopper cette vidéo.